cette réunion. Donc je vais en profiter pour me présenter. Moi, je m'appelle Cyril Adou, je travaille au sein du bureau d'études Indigo et nous accompagnons le réseau des animateurs et porteurs de démarches en écologie industrielle et territoriale, de la région Occitanie. Et je vais être, voilà, votre monsieur loyal aujourd'hui, hein, pour, animer cet atelier. Alors, ce que je vous propose, hein, pour ceux qui arrivent effectivement, c'est peut-être en profiter pour découvrir le chat, hein, et vous présenter. Voilà, expliquer hein, effectivement, qui vous êtes, à quelle structure vous appartenez. Donc je vois que ça y est, certains ont commencé à le faire, donc bonjour à tous. Donc nous serons plusieurs, hein, à intervenir au cours de cette, voilà, de cette matinée. On va être ensemble du coup jusqu'à 12h30. Je vais peut-être, laisser la parole à Benoît pour Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il est 11h01 à mon chrono, donc peut-être qu'on peut le lancer effectivement pour pas perdre de trop de temps. Les derniers retardataires vont nous arriver progressivement. Donc 1er mot effectivement d'accueil, hein. Merci beaucoup à tous les participants, à tous les intervenants à cet atelier, ce troisième atelier, cet atelier du troisième forum économie circulaire, hein. Vous avez pu, pour un certain nombre d'entre vous, déjà participer à la plénière d'ouverture de mardi dernier et aux différents ateliers qui ont ponctué les journées depuis ce moment-là. On reviendra là-dessus, hein, 19 ateliers, qui couvrent l'ensemble, enfin qui se veulent couvrir l'ensemble des problématiques de l'économie circulaire pour accompagner collectivités et entreprises à, à s'investir dans ce sujet et à intégrer le réseau des acteurs de l'économie circulaire. On a fait le choix aujourd'hui de mettre en place un parcours EIT, comme vous avez pu le voir dans le programme. Donc avec ce matin, un premier temps sur, la découverte du tout nouveau réseau régional des acteurs de l'EIT qui vient de naître, hein. On vient de faire son baptême. Cyril et Benoît reviendront dessus, très très en détail. Et cet après-midi, une expérience plus opérationnelle, hein, sur le territoire, d'Ora. Vous verrez, par l'exemple effectivement, comment, s'est mis en place une démarche territoriale sur le 63. Ce matin donc du coup, le but est de présenter comment le réseau constituer une opportunité pour, les entreprises et les territoires, comme je vous disais. On a, la chance d'avoir 3 témoins qui vont intervenir, 3 témoins principaux autour des 2 animateurs qui vont se représenter encore une fois, et une présentation des outils et comment, en gros, le réseau va pouvoir répondre à l'objectif de développer l'EIT en région Occitanie. Donc, merci à Cyril Adou qui s'est déjà présenté, du cabinet Indigo, et Benoît Duré du cabinet Midiane, hein, qui sont nos accompagnants effectivement sur ce réseau. Merci à Nathalie Thomas du club entreprise réseau qui va intervenir, à David Lambert du syndicat d'Eco7, qui est le pilote du groupe de travail, EIT depuis maintenant 2 ans. Et merci également à Pierre Papex de Toulouse Métropole qui va venir aussi partager son expérience, notamment en termes d'études de métabolisme territorial. Et Cyril, je te redonne la parole. Bon atelier à tous. merci beaucoup. Attends, Alors avant tiens, de pardon, est-ce que c'est toi qui donnes les règles du jeu? Bah, Ou écoute, je peux le faire, allez, si tu vas-y, je te veux. laisse faire alors, c'est parfait. Alors, les petites règles du jeu effectivement, hein, parce j'active le son. Alors la règle du jeu effectivement, heu, ça va être d'écouter, parce que justement on est assez nombreux, donc je crois que vos micros ont été, voilà, ont été fermés. Alors si ce n'est pas le cas, si vous pouvez effectivement faire attention à ce que micro et caméra soient coupés. Du coup aujourd'hui pour interagir, vu que nous sommes très nombreux, nous allons utiliser essentiellement le chat. Donc lorsque vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas, hein, à les poser. Lorsque vous avez des compléments à faire également. Et donc ce fil de conversation, va être suivi par Benoît Thierry et Benoît Duré, hein, voilà, et on aura des temps, d'échange de toute façon, où on s'appuiera sur
voilà, les questions que vous aurez pu poser sur le chat. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément encore familiers avec Teams et qui n'ont pas trouvé l'onglet conversation, hein, vous voyez sur le haut de l'écran, hein, vous avez ce petit icône, cette bulle, hein, et ça vous permet d'afficher la conversation, hein, sur la droite de l'écran et de pouvoir tout simplement poser des questions ou réagir, hein, aux diverses choses qui vous sont présentées. Alors Benoît a planté le décor. On va effectivement parler d'écologie industrielle, dans cette matinée. Donc je vais être le monsieur loyal, hein, effectivement de cette session. Interviendront Benoît Duré, également animateur avec moi du réseau, régional, d'écologie industrielle et territoriale et puis des témoins donc Nathalie Thomas pour Réseau, Pierre Papex pour Toulouse Métropole et David Lambert, effectivement pour Déco7 qui préside, en tout cas qui copilote ce industriel. Donc on va commencer par une entrée en matière, hein, sur ce qui se cache derrière l'écologie industrielle et territoriale. Dans la conférence d'ouverture, on a entendu parler effectivement de Kalundborg. Alors on va voir qu'il y a des choses, hein, qui existent aussi, hein, au plus près de chez nous sur ce sujet. Donc l'intérêt de cette écologie industrielle, et puis ensuite, hein, quoi de mieux que laisser la parole à des gens qui la pratiquent et donc on aura un échange avec un témoignage de Nathalie Thomas du club Réseau, qui est un club d'entreprise d'Eurocentre. Une première séance de questions-réponses, sur ces deux premiers temps. On rentrera un petit peu plus en détail, hein, sur le dispositif régional d'appui et d'accompagnement des acteurs, hein, de l'écologie industrielle en Occitanie. Et on aura ensuite effectivement, un témoignage et une vision de développeur économique avec Pierre Papex. Et du coup, on finira également sur un temps d'échange, hein, pour clôturer cette matinée. Donc voilà, merci à tous. Je vois que nous sommes déjà 52 et je vous propose gentiment de rentrer dans le vif du sujet. Alors l'écologie industrielle, hein, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, écologie industrielle et territoriale et pourquoi s'y intéresser? Alors l'écologie industrielle, c'est un des piliers, hein, de l'économie circulaire. On la retrouve dans la représentation, hein, que je pense vous avez l'habitude de voir, heu, lorsqu'on parle, hein, d'économie circulaire. Voilà, c'est l'application aux tissus économiques locaux de cette ambition de créer des boucles, hein, de faire fonctionner de façon écosystémique les tissus économiques locaux, que l'on se situe, hein, à l'échelle du parc d'activités ou de l'intercommunalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein, concrètement, faire fonctionner de façon écosystémique, hein, les tissus économiques locaux? Ça veut dire créer des synergies, en fait, entre les entreprises du territoire. Alors entre les entreprises, ça peut aussi concerner parfois le monde agricole, hein, sur certains territoires. Et l'idée derrière ces synergies, c'est d'arriver à créer des échanges de flux, de matière, hein, ou d'énergie. Le déchet de l'un peut devenir une matière, hein, pour l'autre. Assez simplement, hein, on peut arriver par exemple, hein, à échanger des palettes avec son voisin qui peut en avoir besoin, des big bags, des choses comme ça. Parfois on touche à la matière première, on verra un petit exemple, hein, tout à l'heure, qui peut être utilisé par le process du voisin. On peut valoriser aussi des énergies fatales, hein, lorsque, voilà, vous avez de la chaleur perdue, elle peut être utilisée par une activité voisine et le type de synergie que l'on retrouve, également très, très souvent dans ces démarches d'écologie industrielle, c'est ce qu'on appelle, les synergies de mutualisation, voire de partage. Donc se mettre à plusieurs lorsqu'on a un besoin commun, pour mutualiser, hein, un achat de services, un achat de fournitures, un achat d'énergie, ou regrouper ces flux de déchets, par exemple, hein, pour, arriver à optimiser, la collecte et la valorisation de ces déchets, dans des conditions techniques et économiques optimisées également. Donc il y a une logique économique, hein, derrière ces synergies, hein, également. On peut mutualiser des services aux salariés, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être, également, important, hein, pour le bien vivre au travail et puis pour la fidélisation aussi des salariés vis-à-vis de l'entreprise et puis on peut partager.
partager des équipements, des infrastructures, par exemple, de stockage, des espaces de stockage dans un entrepôt. On verra des exemples, sur des parkings aussi, qui, parfois peuvent être partagés, et on peut également partager des ressources humaines. Ça peut être, surtout dans des temps un petit peu compliqués, comme aujourd'hui, une manière, on va dire, de conserver des ressources humaines que l'on souhaite fixer, et dont on ne souhaite pas se séparer. Mais voilà, il n'y a parfois pas la charge de travail nécessaire, pour remplir un temps plein, et avec les entreprises, en regroupant les besoins, on peut arriver à fournir du travail, suffisant à une ressource. Alors, derrière cette idée, d'écologie industrielle, on le voit, il y a des économies de ressources, puisqu'on est vraiment dans l'optimisation de la matière et de l'énergie, du coup, à travers ces synergies, à l'échelle du territoire, si on utilise des coproduits du voisin, c'est autant de matières premières, qui ne sont pas importées sur le territoire. Lorsqu'on partage le matériel, on limite l'achat et la multiplication d'achats de matériel sous-utilisé. Et du coup, derrière, il y a des économies tout court, pour les entreprises, parce que lorsque ces synergies se mettent en place, voilà, c'est vraiment qu'elles ont, heu, u une un intérêt économique en général pour les entreprises qui le mettent en place. L'autre élément intéressant dans ces démarches d'écologie industrielle, et là on va passer un petit exemple, voilà, qui se situe pas très, très loin de chez nous, dans le Tarn-et-Garonne, en Occitanie, c'est qu'il y a des opportunités aujourd'hui, de création d'activités, et je vais essayer, alors, on va tenter l'exercice, de partager une vidéo en direct. Voilà, si ça ne fonctionne pas, je vais quand même coller dans le chat, l'adresse de la vidéo, mais je vous propose quand même d'essayer, de la partager en direct, et vous me direz dans le chat si ça fonctionne. Hop. C'est pas encore parti en tout cas, Cyril. Est-ce que ça fonctionne? Nous sommes un fabricant de cellulose moulée, c'est-à-dire que nous, à partir de pâte à papier qui est soit recyclée, soit vierge, on la mélange avec de l'eau et on va obtenir une pâte à papier que l'on va presser et sécher dans les moules de production pour obtenir la forme qu'on veut. Donc on fabrique avec de la matière recyclée, on fabrique des emballages qui ne sont pas aptes au contact alimentaire, par exemple des porte-gobelets. Et on fabrique avec de la pâte vierge des emballages qui sont aptes au contact alimentaire. Et on a lancé un produit très innovant qui sont des barquettes alimentaires 100% compostables à destination de la restauration collective, en particulier des cantines scolaires. Donc on a créé la société en 2013 et l'un des critères pour s'installer dans cette usine à Castel-Sarrazin, c'était la proximité immédiate de notre voisin qui fabrique des cornières en carton et qui a donc un certain nombre de chutes de papier et de carton que nous on peut récupérer. Donc on a 10 mètres à faire en chariot pour récupérer leurs déchets. Donc leurs déchets à eux sont nos matières premières à nous. Et ça, c'était l'un des critères d'implantation de l'usine à Castel-Sarrazin. Notre ADN, c'est de faire des produits qui soient toujours compostables et biodégradables, donc des produits très écologiques, toujours à base de papier, puisque c'est notre métier, et avec de l'innovation. Donc on essaie de faire des produits toujours innovants, des produits qui n'existent pas déjà. Donc on a des besoins en permanence en termes d'approvisionnement matière, mais aussi en termes d'approvisionnement machine, d'investissement machine, et puis de recrutement. Donc la CCI de Montauban nous a accompagnés dans la mise en place de notre démarche d'économie circulaire, les relations avec le voisin, surtout la connaissance du tissu économique local pour faire progresser Cellulopac au mieux. On ne t'entend plus, Cyril. J'avais coupé mon micro, pardon, afin de ne pas perturber la projection, qui a l'air d'avoir fonctionné du coup. Alors pour ceux, pour lesquels ça a pu, être un petit peu compliqué, du coup, j'ai bien collé le lien, dans le chat, et l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer, voilà, que derrière l'écologie industrielle, il y a des choses assez concrètes, qui se passent, notamment de la création d'activités. Ce petit exemple, en fait, il est issu d'une des plus anciennes démarches d'écologie industrielle en Occitanie.
c'est celle du Tarn-et-Garonne, qui a démarré, on va dire à la fin des années 2000 et qui était portée par la CCI du Tarn-et-Garonne à l'époque et voilà, les résultats étaient assez intéressants, hein, puisque la CCI avait fait un petit peu le constat que voilà, sur, une période de 7 ans, hein, cette démarche entre 2009 et 2016, cette démarche, voilà, avait permis d'économiser, hein, de faire économiser, à peu près 550 000 € aux entreprises, donc par des approches de mutualisation, des économies d'appro, ou de mise en décharge, hein, parce que si vous arrivez, enfin de traitement de déchets, je veux dire. Si vous arrivez à valoriser votre déchet, ce sont des coûts qui sont évités. 29 emplois créés, 45 emplois maintenus, donc voilà des chiffres assez intéressants en l'espace de 7 ans, en développant ces synergies justement entre les acteurs. Alors l'écologie industrielle aujourd'hui, hein, voilà, c'est une pratique, hein, qui est assez développée à l'échelle de la France, hein. Il y a 189 démarches qui sont recensées aujourd'hui, à l'échelle du territoire national. Donc on va dire qu'il y en a 152, qui sont vraiment actives en fait, hein. Donc qui sont soit en phase de lancement, soit en phase de consolidation, soit qui sont considérées comme pérennes et d'autres qui sont en phase effectivement plutôt de démarrage. Donc la particularité de l'écologie industrielle en France, hein, c'est que, elle est déployée dans tous les types de territoires, hein, qu'on soit dans un territoire, rural ou, sur des zones, très denses, hein, sur le plan économique. On a développé des démarches d'écologie industrielle. Ça, c'est une petite originalité par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Voilà, dans la conférence, effectivement de la plénière, hein, de démarrage de ce forum, on a parlé de l'exemple de Kalundborg. Kalundborg, c'est une plaque industrielle assez importante avec des grosses installations, des gros flux. Et chez la plupart de nos voisins européens, hein, voire dans le monde entier, hein, que ce soit en Chine ou en Asie, hein, dans le reste de l'Asie, l'écologie industrielle est plutôt appliquée, voilà, à ce type de territoire, donc des plaques industrielles très denses. L'originalité, hein, de l'écologie industrielle à la française, effectivement, c'est qu'on arrive à aujourd'hui à avoir des démarches, hein, qui se sont développées sur quasiment tous les types de territoires. Donc pas mal de démarches, une vingtaine d'années de retours d'expérience en fait, hein, derrière tout ça. Il y a un réseau national qui permet aux acteurs, hein, d'échanger. Il y a une capitalisation aussi de tout le savoir et toutes les connaissances créées sur, le matériel, on va dire, méthodologique et technique, hein, nécessaire à ces démarches, hein, dans le cadre de ce réseau Synapse. Il y a également, hein, plusieurs réseaux régionaux, hein, qui se sont mis en place, dont celui d'Occitanie dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà, pourrait avoir un appui beaucoup plus, on va dire, local et efficace, hein, auprès des acteurs de terrain. Il y a un référentiel cadre aussi, hein, qui est proposé, en tout cas qui a été, développé, hein, avec le soutien de l'ADEME, qui s'appelle Ellipse et qui permet voilà, de situer un petit peu sa démarche dans un éventail très, très large, hein, des caractéristiques, clés d'une démarche d'écologie industrielle. Voilà, tout ça pour dire effectivement, que, on est sur quelque chose qui, voilà, qui est connu, qui est étudié. On a du retour d'expérience, on connaît les ingrédients, hein, effectivement, pour qu'une démarche d'écologie industrielle fonctionne bien. On voit à peu près, hein, les temporalités, hein, qui sont nécessaires entre l'idée, et puis, voilà une démarche pérenne. Alors le petit schéma, hein, que vous avez sous les yeux, c'est une proposition, hein. Des fois ça peut aller plus vite, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais dans l'ordre d'idées, ce qu'on constate, c'est qu'on est quand même sur ce genre de rythme-là. Donc les éléments clés, hein, pour une démarche, si je peux, les synthétiser en 4 points, hein, il y en a plus que ça, mais voilà, il y a vraiment 4 éléments importants. C'est qu'il faut une dynamique collaborative entre les acteurs, hein. Il faut agir ensemble pour mettre en place ces synergies, il faut se faire confiance. Tout ça, ça passe par de l'animation, donc il faut effectivement, hein, de l'huile de coude, hein, pour, accompagner les entreprises, hein, dans leurs travaux en commun. Il faut les aider, à aller chercher de l'information pour la mise en place des synergies, les concrétiser. Bah, derrière tout ça, pour qu'on soit sur quelque chose qui dure, hein, il faut une gouvernance, hein, heu
à travers, par exemple, hein, une structure tiers, qui va porter, effectivement, l'animation et puis, cette structure, alors souvent une association, hein, en France en tout cas, c'est on va dire le modèle consacré, bah, il faut un modèle économique, hein, pour que ça fonctionne. Alors on me dit que effectivement j'ai un bandeau qui gêne. Alors, est-ce que je vais arriver à le masquer? Je suppose que c'est le bandeau avec l'identité des acteurs, c'est ça? Qui mange une partie de l'écran? Je pense que c'est ça, mais je pense pas que ça coupe le diaporama, hein. Je pense pas que ça coupe la slide. Parce que moi je l'ai en entier la slide et je ne sais pas comment, masquer ça. Bah, c'est en entier aussi de mon Ah, côté, hein. OK. Donc apparemment c'est à chacun de le faire, il faut cliquer sur ignorer, voilà. C'est par rapport au message d'enregistrement, si j'ai bien compris. OK, bon, je vous propose de continuer. Si vous arrivez à voir la globalité des transparents, de toute façon, voilà, on est dans l'échange, et je pense qu'on arrivera à présenter, du moins à l'oral, tout ce qui se situe, hein, sur les diapos. Alors je vous propose de continuer, et du coup de rentrer dans à travers un témoignage, celui de Nathalie Thomas qui représente du coup, hein, le club réseau. Voilà. Je pense que la parole est à donner aux acteurs, hein, rien de mieux que partager l'expérience. Alors Nathalie, si vous pouvez nous rejoindre et peut-être, Oui, normalement, je suis là. Me super. voyez-vous? M'entendez-vous? On vous voit, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup Euh, d'être parmi nous Avec plaisir. et Avec de venir plaisir. témoigner. Alors, Alors, oui, pardon. alors, si vous permettez, voilà, l'idée peut-être de vous présenter et puis de présenter, Réseau. Je pense que, c'est un petit peu, pour que les participants, hein, puissent, effectivement, voilà, comprendre effectivement l'aventure, hein, l'aventure de Réseau et puis l'écologie industrielle. D'accord, très bien. Alors, la photo que vous aviez juste avant, c'est une photo aérienne qui a été prise de l'Eurocentre à peu près à la même époque. Ce qu'on voit dans le fond, c'est du brouillard et non pas de la pollution, hein, je tiens à le préciser quand même. Donc, diapo suivante. Voilà. Réseau, c'est le club d'entreprises d'Eurocentre et des environs. Ça signifie réseau des entreprises d'Eurocentre et du Sud-Ouest. Parce que bien qu'il soit né sur la zone logistique Eurocentre, on a la volonté de l'élargir au territoire environnant. Je dois quand même parler d'Eurocentre avant de parler de réseau. Donc, c'est une zone dédiée à la logistique. Elle est présente d'ailleurs dans le registre OZ, Occitanie Zone économique. C'est une zone qui s'étend sur 300 hectares entre Toulouse et Montauban. On est dans un domaine quand même assez rural. Et c'est une zone qui, comme je le disais tout à l'heure, est dédiée à la logistique. Donc on va trouver, ce que vous avez vu sur la photo antérieure, de grands entrepôts, également quelques transporteurs, mais essentiellement de gros hangars qui sont remplis de marchandises qui ne cessent d'entrer, sortir, de bouger, d'être manipulées. Diapo suivante, donc sur 300, non, la précédente, voilà. Sur 300 hectares, donc on a un peu plus de 100 entreprises, 140, et ça représente quand même 4000 salariés. La zone est gérée par un syndicat mixte qui dépend de la région, à l'origine Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, du département, du conseil départemental de la Haute-Garonne et des deux communes sur lesquelles se trouve la zone, c'est-à-dire Castelnau-d'Estrettefond et Villeneuve-les-Boulocs. On va trouver là des entreprises connues de grands noms comme Danone ou Decathlon. On va trouver également la plateforme industrielle du courrier de la Poste, la PIC. Je la mentionne, je crois que Jean-Philippe Mathéo, qui la représente sur ces thématiques-là, est présent, participe.
Et parce que c'est un acteur important, adhérent du club et un acteur important de la démarche EIT. Ensuite, on va trouver des entreprises comme STEF, je ne sais pas si ça vous parle, des entreprises liées au transport, STEF, le groupe Charles André avec BTV, Blanc Transport de Véhicules, ou des entreprises plus locales comme Danjean, Transport Jiménez ou SETV, Transport Vieux de Revel. Bon, voilà, tout ça a créé un microcosme qui vit déjà depuis on va dire, la fin des années 90. Hein. Ça a démarré lentement, mais ça a pris beaucoup d'importance par la suite. Et forcément, de la présence de ces entreprises naissent des besoins d'abord de se connaître, d'échanger, et puis pourquoi pas faire commerce ensemble, mais surtout, on se rend compte qu'on partage les mêmes problématiques. Certaines peuvent avoir trait aux déchets, ou alors à la mobilité du personnel. Finalement, on partage les mêmes problématiques. Et du coup, tout d'abord sous une forme qui n'était pas la forme du club, hein, c'était une association syndicale liée à l'activité de la zone. Nous avons cherché à savoir quels étaient les besoins des entreprises et puis comment pourrions-nous ensemble y répondre ou bien se mettre autour de la table et réfléchir à une idée. Et d'ailleurs, une des premières idées, ça avait été la mutualisation de la sécurité. Ça n'a pas pu se faire parce que les propriétaires des entreprises n'étaient pas forcément là, étaient gérés par des organismes extérieurs. Mais ça a été le point de départ de l'activité club. Donc le club s'est constitué après en 2017. On a 126 adhérents qui ne sont pas forcément toutes les entreprises d'Eurocentre. Hein. On a la plupart des entreprises d'Eurocentre, mais finalement on touche tous les secteurs, logistique, transport, mais aussi formation, services, un peu de tout. Ce que le club a contribué à faire, c'était l'installation d'une médecine du travail. Donc ça, c'est des besoins qui sont nécessaires à toutes les entreprises. L'accompagnement à l'installation d'une crèche. Nous avons été en contact également avec la région et le département pour activer le développement d'un réseau de transport en commun qui était déjà prévu de toute façon par la région et le département, mais au moins nous avons fait entendre les besoins des entreprises sur les arrêts, la fréquence. Et puis une activité aussi du club qui a une volonté quand même une volonté de promotion des activités de la zone, qui est un gisement d'emploi, même si c'est plus compliqué en ce moment, et qui a des besoins de formation. Donc, on organise tous les ans l'accueil d'élèves, d'étudiants de la 3e au master pour découvrir in situ les entreprises. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on fait en sorte que les entreprises accueillent les jeunes et leur parlent des métiers, enfin que les collaborateurs interviennent pour parler des métiers. Alors certaines le font déjà de façon isolée, mais le fait de le faire ensemble, ça donne un élan et ça permet aussi de créer des relations entre nous pour mieux se connaître et puis de réfléchir ensuite à d'autres projets. Alors je D'accord. continue. Oui, merci beaucoup pour effectivement cet historique et du coup, la question qui vient assez naturellement, on voit que bon, il y a eu une vraie dynamique, hein, de collaboration qui est assez ancienne, en fait. Mais comment vous avez franchi le pas de vous intéresser formellement à l'EIT? Vous aviez effectivement mis en place des choses déjà qui font partie des pratiques, hein, d'écologie industrielle, mais voilà, comment vous Alors, avez, on a franchi le cap d'aller plus loin, en fait? on a des entreprises qui nous inspirent. Par exemple, l'entreprise BTV, donc c'est Blanc Transport de Véhicules, c'est du transport de voitures, a eu l'idée de créer un jardin, à la fois potager et verger, pour ses salariés. Donc d'utiliser un espace de son emplacement, de son emplacement d'entreprise, pour créer quelque chose de sympa pour les salariés, avec l'idée que chacun puisse contribuer aux plantations, à la cueillette. Et ça,
son expérience a démontré que ça, c'était la partie compliquée, faire adhérer les personnes. Mais en tout cas, les salariés bénéficient de cet espace et l'apprécient énormément. Et ensuite, on a eu une autre entreprise qui s'appelle Inflore, avec son directeur, enfin son PDG, Pascal Baudin, qui nous a dit, mais ici, moi j'aurais l'idée de faire ça aussi pour la zone, sur un terrain de la zone d'Eurocentre, avec plusieurs objectifs. Un objectif environnemental, d'abord, c'est récupérer les déchets organiques de la zone, les palettes. On a la société Enedis, qui est la société de logistique de GRDF, qui dispose de gros tourets. Ces tourets, ils peuvent être utilisés pour créer un espace convivial, par exemple. Enfin bref, son idée, c'était un objectif environnemental avec la création de ce jardin nourricier, et puis un objectif social aussi, puisque il souhaitait faire intervenir à la fois les écoles, les entreprises de la zone, des écoles spécialisées, ou pourquoi pas les écoles primaires aussi. Enfin, finalement, intégrer tous les acteurs de la zone pour profiter et faire croître ce jardin nourricier. Sur la zone, nous avons des restaurants d'entreprises et des restaurants tout court, des lieux de restauration qui produisent des déchets organiques. Donc ça, c'était aussi, on a aussi des déchets verts parce que c'est une zone assez qualitative où chaque entreprise doit réserver 10% de sa surface pour la plantation d'arbres et de végétaux. Finalement, tout ça, ça entraîne des tontes, de l'entretien, et on peut valoriser ces déchets-là pour le jardin nourricier. Alors, bon, il y a de bonnes volontés, mais ensuite, mettre tout ça en œuvre, on avait besoin d'être cadré un petit peu. Et nous avons donc rencontré Monsieur Lambert de Décossette, qui nous a aidés. Encore une fois, c'est quelqu'un qui nous a inspirés pour mettre en place la démarche et la structurer. D'accord. Et je vois aussi sur le transparent que vous nous aviez partagé, qu'il y avait quand même, des synergies aussi, plus business, hein, qui avaient pu se mettre en Bien place sûr. entre les acteurs. Voilà, cette idée de partage de parking, d'ouverture de restaurants à d'autres salariés. Enfin, c'est vraiment des, voilà, des synergies d'écologie industrielle qui aujourd'hui, ont fonctionné, en tout cas, parce qu'il y avait un besoin à un moment, parce que les gens collaboraient, en fait. Oui, 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 c'est vrai. Le fait de travailler ensemble sur des projets, comme peuvent l'être, par exemple, les journées école-entreprise, hein, où on reçoit les jeunes, ou le fait d'avoir à disposition de l'espace et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Mais vraiment, le fait qu'il y ait du lien entre les entreprises, ça a permis de réfléchir à ces idées-là. Et par exemple, Jean-Philippe Mathéo de La Poste a été souvent à l'initiative de ça. Créons un groupe de travail pour réfléchir ensemble sur ce que l'on pourrait faire. Moi, je dispose d'un restaurant d'entreprise, je peux l'ouvrir peut-être à d'autres salariés de la zone. Ou je dispose d'un espace de parking qui est gardienné. Peut-être que je peux l'ouvrir aussi à d'autres entreprises, des transporteurs qui parfois ont besoin d'espaces justement sécurisés, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur Eurocentre. Donc voilà, ça part de la démarche de certains, mais le plus important, c'est qu'il y ait une amplification de ces propositions ou de ces besoins, parce que le club existe et que nous pouvons en parler ensemble et diffuser les idées. D'accord. Et alors peut-être une petite question pour, voilà, pour clôturer cet échange, en vous remerciant de ces informations et de ce partage, hein, avec tous les participants. Voilà, on va parler du réseau, hein, de soutien aux animateurs et porteurs de projets en écologie industrielle en Occitanie juste après. Donc je sais que vous avez participé au lancement il y a quelque temps. On va expliquer un petit peu ce que c'est ce réseau juste après, mais vous, voilà, quand vous avez pris connaissance de l'existence de ce réseau des animateurs occitans, voilà, quelles étaient les attentes, hein, que vous avez concrètement, en allant rencontrer vos pairs, en fait, hein? C'est un peu ça, hein, les gens qui pratiquent comme vous l'écologie industrielle en Occitanie.
Alors, qui pratiquons, mais de manière très nouvelle, incipiente, hein. On est vraiment tout neuf sur cette partie-là. On ressent le besoin d'être accompagné. Et ça, bon, la démarche EIT nous aide à structurer ces projets-là. Et je suis convaincue, enfin nous sommes convaincus au club qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et le fait de connaître le réseau et d'avoir participé à son lancement, je me suis rendu compte que on est tout petit, mais on a une place à jouer, que finalement, quand on parle avec d'autres responsables de zone, de territoires beaucoup plus importants, avec des entreprises, des institutions qui sont impliquées déjà, finalement, les problématiques sont proches, hein, on partage les mêmes problématiques. Comment attirer plus d'entreprises, plus de personnes, comment les faire rentrer comment leur démontrer l'intérêt de la démarche et comment les y intégrer, comment communiquer là-dessus. Et le fait de partager avec d'autres, on voit que certains ont mis en place des actions, on peut s'inspirer de ces idées-là. Et après, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le fait que ce soit très déjà cadré, organisé. On a la plateforme Cyclope qui permet de recenser tous les projets et d'y accéder, d'échanger en direct comme sous forme de chat. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant de voir comment déjà tout est mis en place pour que cette démarche-là se développe correctement et se développe même très bien, quoi. Finalement, on a l'impression d'avoir tous les outils à disposition pour pouvoir lancer la démarche, pour pouvoir même la déployer plus largement. Et encore une fois, et c'est vraiment le fondement de notre club aussi, c'est ce à quoi on croit, c'est le partage et la collaboration. Merci beaucoup Nathalie. Alors je vais peut-être passer la parole aux 2 Benoît qui se sont occupés du chat parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages qui passaient, des questions, des remarques. Donc, je vous passe, la parole pour quelques réponses et des petites questions qui ont été posées. Oh oui, alors c'est le Benoît de la région qui prend la parole pour relayer effectivement des questionnements de premier niveau, effectivement, sur comment fonctionne le club, comment ça se déroule réellement, concrètement en termes de rencontres physiques, la fréquence, les outils. Mais ça, du coup, la réponse va être apportée par la suite, hein, donc justement dans la présentation de tous ces outils liés au réseau. Une autre question de Julien sur, enfin, c'est une remarque sur le fait que l'EIT, initier de l'EIT nécessite effectivement une relation de confiance entre les acteurs. Comment favoriser cette confiance qui n'est pas forcément naturelle à l'intérieur des zones d'activité, puisque les entreprises peuvent être aussi en compétition. Donc, je pense que sur la zone Eurocentre, le lien, justement, grâce à ce club d'entreprise, a été enfin, ce vecteur de club d'entreprise réseau a été important. Je te pose la question, du coup, je te relaye la question, Nathalie. Et Nathalie, peut-être avant que tu répondes, je pense que la question précédente sur de Laurence sur le fonctionnement du club concernait bien réseau. Donc du coup, c'est plus sur la rencontre. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques régulières? Est-ce qu'il y a un espace d'échange informatique pour animer les échanges entre les membres du club? Alors, oui, ce que l'on essaie de créer, alors déjà, bon, il y a un bureau qui se réunit tous les mois, mais en fait, on est quand même tout le temps ensemble avec des outils comme WhatsApp, voilà, des choses qui permettent de communiquer facilement. Mais vraiment, et on le voit encore plus avec le Covid, ce qui est nécessaire, ce sont les rencontres physiques. On en a terriblement besoin. Et c'est là que se crée, autour de manifestations conviviales ou bien de manifestations, par exemple, liées au projet, comme le jardin nourricier, mais d'autres choses, les journées école-entreprise. En fait, on a besoin de ce contact, d'échanger, soit d'entreprise à entreprise ou soit tous ensemble sur des thématiques qui sont des prétextes, mais qui répondent aussi aux besoins des entreprises.
Alors là, c'est plus compliqué forcément, hein, puisqu'il n'est pas question de réunion physique. On attend impatiemment de pouvoir y revenir. On a mené quelques visios aussi. Et on a une coordinatrice. On a eu la possibilité d'embaucher une coordinatrice maintenant à mi-temps qui joue aussi ce rôle, comme tous les membres du bureau, de créer du lien avec les entreprises. Donc ça passe par aller les voir et puis faire un état des lieux de ce qu'elles sont, ce qu'elles font et là où elles en sont. Et en ça, la démarche EIT structurée nous aide aussi, parce que ça permet avec sous l'ombrelle EIT, de maintenir et de développer encore même les relations que nous avons. Je ne sais pas si je réponds à la question. Après, ça dépend de l'envie de chacun, hein. Alors, on a des entreprises qui sont concurrentes entre elles, parmi nos adhérents, mais ça ne gêne pas, parce que finalement, les problématiques sont partagées. Si on parle d'entreprises de transport, ou même dans les entrepôts, le gros problème aujourd'hui, c'est le recrutement. Enfin, il y a un besoin fort de recrutement, de formation. Alors, elles peuvent être concurrentes, mais elles peuvent aussi collaborer, soit par la mise à disposition de personnel, soit par la création d'un groupe d'employeurs. Finalement, on trouve des solutions. Face aux besoins, moi, j'ai l'impression que les entreprises sont plus aptes, sont plus amenées à collaborer. Mais chacun est libre, hein, après. Finalement, ce n'est imposé à personne. Il faut que ça vienne d'une personne de l'entreprise. Et l'autre question? L'autre question portait sur effectivement le climat de confiance qu'il est nécessaire de créer entre les chefs d'entreprise pour que tout ça matche bien, quoi. Ouais, alors là, je serais bien prétentieuse de donner une recette. Ça vient vraiment des personnes, si elles ont envie. Et voilà, nous, on essaie de maintenir un climat toujours ouvert et bienveillant. Et puis après, libre à chacun de venir et d'adhérer. Et je reviens un petit peu sur l'aide de la démarche EIT. Il est prévu, parce que nous en sommes quand même au début, ça a été un peu stoppé par le Covid. Le jardin, lui, il suit son cours. On a fait récemment comment appelle-t-on ça? Enfin bon, on a recensé les espèces qui étaient présentes. Le jardin, lui, suit son cours. De toute façon, la nature, elle continue. Mais on a hâte de pouvoir mener les ateliers d'acculturation et de pouvoir mener les animations autour du jardin, parce que ces événements-là, physiques, contribuent quand même à la bonne collaboration et à l'adhésion des entreprises et des salariés. Merci beaucoup Nathalie. À moins qu'il y ait une autre question, je vous propose peut-être d'avancer. Sur la question de la confiance, je crois qu'à travers ce que nous a partagé Nathalie et Monsieur Mathéo aussi sur le chat, hein, c'est que la confiance, en fait, ça se construit. Ça se construit, hein, c'est on va dire, à travers ces moments de convivialité, sur ces petites choses faites ensemble, même entre concurrents, on arrive du coup à se faire confiance, on se respecte parce qu'on se connaît. Et c'est à travers effectivement la récurrence de ces événements que ça vit. Benoît et Benoît, y a-t-il eu une dernière question ou est-ce que l'on peut passer à l'étape suivante du coup? Non, on peut poursuivre. Effectivement, la dernière remarque était celle de Monsieur Mathéo qui témoignait justement que sur la zone Eurocentre, une vraie entraide existait même à ce jour, du coup, entre des acteurs qui étaient même en concurrence. Voilà. Super. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage. Avec plaisir. Et peut-être à tout à l'heure, hein, pour la dernière question, cette séance de questions-réponses. Il y aura peut-être des gens qui auront des questions peut-être à vous reposer. On verra à la fin. Donc restez avec nous. Du coup, je vous propose effectivement de continuer à avancer, hein. Alors on a commencé brièvement à en parler. On a effectivement, enfin aujourd'hui en Occitanie existe, hein,
un dispositif régional d'appui et d'accompagnement des acteurs occitans de l'écologie industrielle. L'idée, c'est d'avoir voilà, un appui technique et méthodologique, un lieu de rencontre pour ces acteurs-là. Et du coup, je vais passer la parole à Benoît pour la présentation de ce réseau. Donc Benoît Thierry. Allez, je reprends la parole très brièvement. On va essayer de rester dans notre timing. Donc, du coup, effectivement, les dispositifs en accompagnement au développement de l'EIT, circulaire. Si vous pouvez tous couper vos micros, excusez-moi, j'ai des bruits parasites. L'accompagnement de l'EIT, de l'économie circulaire de manière générale, la région a mis en place avec ses partenaires et notamment l'ADEME des dispositifs d'accompagnement qui vont permettre d'accompagner à la fois les territoires et les porteurs privés sur des démarches vertueuses. Au-delà des dispositifs d'accompagnement individuel, ce qui est important à mettre en valeur, effectivement, c'est la naissance de ce réseau, ce tout nouveau réseau régional de l'EIT. Progressivement, effectivement, s'est imposée la nécessité de ce réseau. Il y a 2 ans, et David Lambert en reparlera, on a créé un premier groupe de travail qui était issu du programme régional d'action en faveur de l'économie circulaire, qui a permis d'impliquer les acteurs de l'EIT qui cherchaient de l'information, qui cherchaient de l'échange d'expériences. Mais finalement, on est arrivé à la conclusion de la nécessité de la création de ce réseau en bonne et due forme. Donc, c'est maintenant une réalité depuis 1 ou 2 mois. On a eu une première rencontre, un lancement qui était programmé le 12 novembre dernier, où on a eu beaucoup de participants, on peut s'en réjouir. Quoi qu'il en soit, tous les outils que vont apporter ce réseau et cet animateur-là qui est présent aujourd'hui à nos côtés, donc je le répète, le cabinet Indigo et le cabinet Midian, qui ont en plus qui sont en groupement avec des expertises complémentaires telles que des expertises juridiques. Donc ce groupement d'animateurs qui anime le réseau va permettre d'apporter de la matière, du contenu, de l'expérience à tous les animateurs de démarches d'EIT sur le territoire d'Occitanie. Donc, on voit la nécessité de monter en compétences, de développer de l'expérience, de l'échange. Donc, du coup, c'est une des missions premières pour pouvoir permettre d'initier les territoires, enfin sur les territoires, des démarches d'EIT. L'animation est à la fois individuelle et collective, au travers du réseau et des réunions récurrentes qui vont se dérouler, dont la première était, je vous ai dit, le 12 novembre. C'est nécessaire pour échanger entre pairs, effectivement, comme l'a évoqué tout à l'heure Cyril. Et après, c'est aussi via une hotline, si on peut l'appeler ainsi, un accompagnement individuel auprès des porteurs qui sera possible. Vous verrez tout à l'heure, tous les coordonnées seront données pour comment on peut toucher ces animateurs pour qu'ils nous apportent individuellement du conseil et nous rapprochent d'autres territoires ou d'autres porteurs qui peuvent nous apporter aussi. Le territoire, j'ai vu une question tout à l'heure qui portait sur la distribution à l'échelle régionale des démarches EIT. Donc, il y a une carte qui date un peu, elle est de 2018. Donc, elle est pas récente. Depuis, de nombreuses démarches ont commencé à sortir sur d'autres territoires. Je veux pour preuve l'Aude qui commence vraiment à être très actif sur cette question. Donc l'EIT en Occitanie est historiquement plutôt présent sur l'ouest de la région, mais il y a des initiatives aussi sur l'est. On veut pour preuve le syndicat Centre-Hérault notamment, le pays de Lunel, le Gard aussi qui est vraiment très impliqué maintenant sur les questions d'EIT, mais avec des niveaux de maturité qui sont complètement différents. Cyril en a parlé tout à l'heure, un fort historique sur le Tarn-et-Garonne, avec une forte expertise qui s'est développée et des démarches certainement plus pérennes. Et écart, donc des démarches qui sont vraiment en phase d'émergence, excusez-moi. Donc ça nécessite de prendre en compte l'ensemble des niveaux de maturité, mais également l'ensemble des typologies de territoires, que ce soit des territoires ruraux, des territoires urbains, littoraux, montagneux, ainsi de suite. Il faut pouvoir apporter de la réponse à l'ensemble de ces territoires-là.
Le réseau est lancé, donc on part effectivement sur un accompagnement long terme, hein. C'est une garantie effectivement de pouvoir apporter sur la durée, de l'accompagnement périn à tous les porteurs. Le point important aussi, c'est comme l'évoquait Cyril, les réseaux régionaux se développent, partout en France, hein. On n'est pas le premier, on n'est pas le dernier non plus, mais dans beaucoup de régions, hein, en lien avec la montée en puissance de tous ces sujets de l'économie circulaire, des réseaux EIT se sont constitués et un réseau chapeau, le réseau Synapse, hein, qui a été évoqué, national, qui permet aussi de faire le lien et c'est aussi un petit peu le principe des poupées russes, hein. Ce réseau Synapse permet de favoriser l'échange entre les réseaux régionaux et nous, en tant que réseau régional, on permet d'échanger au niveau de notre territoire régional et d'aller au-delà grâce à Synapse. Merci beaucoup, Euh, Benoît. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est un peu trop long. Souhaitais-tu ajouter un dernier petit mot? Je pense qu'il faut peut-être qu'on Ouais, qu'on accélère. avance un petit Ouais, peu sur notamment la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur du réseau. Dernière petite phrase et puis peut-être on passe la parole à l'autre Benoît pour la présentation de ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau. Ah oui, tu as raison. Je n'ai pas regardé. Non, juste pour dire effectivement, et je l'ai dit en entrée de mon propos, c'est que l'EIT ne doit pas être une dynamique isolée, elle est forcément en lien avec les autres axes de l'économie circulaire et notamment le développement des autres modèles, nouveaux modèles économiques, économie de la fonctionnalité de la coopération, éco-conception. Donc on essaiera de tisser des liens avec ces réseaux-là. Et la dernière des actions et des missions importantes qu'on a confiées à l'animateur, c'est effectivement pour susciter des démarches sur les territoires, de sensibiliser très largement avec des outils adaptés l'ensemble des acteurs privés et publics, hein, élus, pour pouvoir mobiliser et déployer l'EIT en région. Et voilà, j'en ai fini. Merci Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. Alors, Benoît Duré, l'autre Benoît, je vous transmets la parole, voilà, pour la présentation en fait, hein, de ce réseau et de ce qui s'y passe. Oui, bonjour à tous et à toutes. Si tu peux passer sur la diapositive suivante, s'il te plaît. Merci Cyril. Alors oui, c'est juste un mot pour faire un focus sur le contenu du dispositif du réseau régional qui se structure essentiellement autour d'une communauté d'acteurs. Alors, aujourd'hui, environ 70 membres et qui va être amené à grossir. On est vraiment au tout début. C'est la continuité d'une première dynamique dans le cadre d'un groupe de travail issu du plan régional d'action pour l'économie circulaire et qui aujourd'hui est formalisé sous forme de réseau. Dont une quarantaine d'animateurs et de porteurs de démarches d'écologie industrielle et territoriale. Les autres acteurs sont des entreprises, des partenaires institutionnels, des chercheurs qui suivent notamment la thématique de l'économie circulaire et qui utilisent le réseau comme objet d'étude, notamment sur les dynamiques de coopération. Alors, les actions du réseau se concentrent essentiellement sur la promotion de l'écologie industrielle et territoriale et en prise, comme l'a dit Benoît Thierry tout à l'heure, avec les autres sujets connexes que sont l'économie de fonctionnalité et l'éco-conception, l'offre aux acteurs économiques en vue de son déploiement sur le territoire régional, donc à savoir générer des nouvelles démarches, intégrer de nouveaux acteurs, notamment des entreprises qui mettent en pratique ou qui souhaitent le faire et un soutien opérationnel aux démarches existantes en vue de l'organisation. Alors pour cela, il est prévu une animation permanente de 2 communautés sur la plateforme Cyclope. Alors l'une est dédiée à tous les membres du réseau, elle est ouverte et publique. L'autre est dédiée spécifiquement aux animateurs et porteurs de démarches. Une série de temps d'animation et de travail collaboratif sous forme d'ateliers, de webinaires thématiques et de réunions d'échange, qui sont les temps forts du réseau. Il s'agit essentiellement de traiter collectivement des problématiques communes, de partager de l'expérience, de produire des méthodes et des outils également. Des fiches méthodologiques seront d'ailleurs produites à cet effet pour répondre à des besoins exprimés par les animateurs.
Nous allons constituer un centre de ressources en écologie industrielle et territoriale à l'échelle de la région, et là plutôt dans une approche individuelle. L'objectif est de lever les freins et les points de blocage. Les animateurs du réseau apportent de l'expertise, donc enfin les animateurs régionaux apportent de l'expertise, qu'elle soit sur le plan technique, méthodologique ou juridique. Et comme le disait Benoît tout à l'heure, on a avec par exemple une avocate spécialisée en économie circulaire et écologie industrielle qui peut éclairer, conseiller les animateurs sur des questions ici de contrats mutualisés ou là de responsabilité juridique. On va travailler également sur un appui à l'évaluation de la performance des démarches et des synergies. C'est dans une perspective de capitalisation et de reporting, notamment auprès des financeurs qui demandent à comprendre comment est utilisées les subventions publiques. Et enfin, on va mettre en place un plan de formation, c'est-à-dire qu'on va identifier les besoins de montée en compétences des animateurs, qu'elles concernent soit son rôle de facilitateur, de médiateur, d'expert ou encore de coordinateur. Donc là, on s'appuie sur un référentiel qui a été mis au point à cet effet. Et en synthèse, parmi les outils qui seront mis à disposition, on peut citer donc un recueil de fiches et une cartographie des démarches existantes qui va permettre de disposer d'une vision globale, à la fois en région et qui sera portée au niveau national également. Des fiches méthodologiques thématiques pour apporter, capitaliser des méthodes et les partager entre les animateurs. Un fichier des synergies d'EIT à l'échelle régionale, donc qui va les référencer avec les différentes catégories, leur état d'avancement, et éventuellement qui les porte, de manière à pouvoir partager de l'expérience et à les puiser comme source d'inspiration pour développer des synergies qui pourraient être essaimées assez facilement, par exemple. Et ce fichier sera consolidé, viendra consolider un fichier national qui sera géré par le réseau Synapse. Enfin, un annuaire des ressources internes, donc les membres qui constituent le réseau et leurs compétences, et puis un annuaire de ressources dites externes qui centralise en fait les apporteurs de solutions en Occitanie de manière à les rendre visibles et leur accès plus facile également. Tout un dispositif de support de communication aussi pour la promotion du réseau et la mobilisation des acteurs. Alors, Cyril, si tu veux bien passer à la diapositive suivante. Nous allons également travailler directement auprès des copilotes du réseau, donc ADEME Région, d'Ecocet et Trifil également qui rejoint ce copilotage pour les aider à définir la stratégie globale du réseau, donc travaille sur ses fondamentaux, ses axes de développement, sa philosophie d'action, de manière à rendre visible cette action et à la pérenniser dans le temps et de manière la plus partagée possible. On va évaluer la pertinence et au contenu d'un appel à projet territorial, donc qui va plutôt être orienté vers les collectivités ou porteurs de démarches, qui sera à formuler pour intégrer des recommandations autour d'un cahier des charges et qui va contribuer au déploiement de l'EIT à l'échelle de la région. D'autres régions l'ont fait, donc on va s'en inspirer, faire un retour d'expérience et alimenter son contenu. On va également travailler sur l'évaluation de la dynamique du réseau en tant que tel et proposer des ajustements au fil de l'eau si nécessaire, au cas où il y aurait des trous d'air ou des manquements sur certains points. On va faire des focus sur des filières prioritaires sur le territoire régional et donc fournir un diagnostic d'intégration de l'EIT pour celle-ci. Il va être également important de travailler sur des événements, notamment les événements à l'échelle de la région sont importants, mais là on fera un focus sur un événement plutôt d'envergure nationale, voire internationale, pour apporter de la visibilité sur le sujet et montrer ce qui se passe en Occitanie et définir un programme de communication, lui plutôt à caractère institutionnel,
encore une fois, de manière à conforter la visibilité du sujet et ses porteurs. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation du contenu. Merci. Et je relaisse la parole à Cyril. Merci beaucoup, Benoît. Oui. Il y a deux petites questions, peut-être très rapidement, Benoît, si tu peux y répondre. Une de Laurence qui demande est-ce qu'il y a une démarche proactive de promotion de l'EIT de la part du réseau auprès des intercos, syndicats qui gèrent des parcs d'activités? C'est la première question, je te pose la deuxième dans un même temps. Donc c'est Monsieur Matteo, donc de l'entreprise située au Eurocentre, qui demande si on peut former un animateur EIT dans son entreprise. Je pense que la question est posée au réseau. Oui, alors sur la démarche de promotion, oui, puisqu'il va y avoir des outils de communication qui vont être amenés à être diffusés largement. Il y a un premier webinaire le 10 décembre sur le sujet auprès des territoires qui font partie du réseau des réseaux OZ en fait. Voilà, et donc Donc qui va toucher ces porteurs animateurs et aménageurs de zones d'activité et d'autres outils qui sont en cours de réflexion. La stratégie de communication est en train d'être élaborée et elle va forcément porter à la fois vers les élus, les collectivités, mais et aussi sur les entreprises. Donc, pour répondre à la deuxième question sur former un animateur EIT dans votre entreprise, il n'y a pas de formation en tant que telle, on va dire individuelle, mais s'il rejoint le réseau et qu'il souhaite obtenir des éléments importants pour pouvoir animer ce sujet dans son entreprise, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse y répondre. C'est à ça que sert le centre de ressources dont on vous parlait tout à l'heure. On répond individuellement à des requêtes de ce type-là et on sera un plaisir de pouvoir accompagner cette personne dans son entreprise pour l'aider aussi à s'intégrer à intégrer la démarche dans son territoire puisqu'elle est non seulement à déployer dans une entreprise, mais tout son intérêt est de s'inscrire dans le territoire dans un réseau de coopération. merci beaucoup Benoît. N'hésitez pas à réfléchir à des questions. On aura un second temps d'échange de toute façon tout à l'heure. Alors merci beaucoup pour cette présentation de tout ce qui va se passer dans le réseau. Il va s'y passer beaucoup de choses et vous avez réussi, les deux Benoît, à nous présenter ça en un temps assez court et c'était très efficace. Alors je vais appeler maintenant notre second témoin en fait de la matinée, qui est un des copilotes de ce réseau EIT Occitan. Donc c'est David Lambert. Donc bonjour David, pouvez-vous nous rejoindre? Oui, bonjour. Merci de témoigner au cours de cet atelier. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, présenter un petit peu votre rôle ainsi que l'histoire de ce réseau en fait, écologie industrielle et territoriale en Occitanie? D'accord. J'ai 5 minutes, c'est ça à peu près? À peu près, ouais. D'accord. La photo est assez trompeuse en fait. Parce que là, c'est vrai que les cheveux ont poussé un peu. Je suis dans les. Avec le confinement, les coiffeurs sont moins accessibles. Voilà, c'est un peu ça. Donc 5 minutes pour vous expliquer qui je suis, pourquoi je suis devant vous et pourquoi je crois en ce réseau EIT d'Occitanie. Alors, tout d'abord, donc je suis ADECO7, donc syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne. Donc, on est lauréat territoire zéro déchet, zéro gaspillage 2015. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu comme objectif de développer l'EIT, notamment dans le cadre d'un contrat d'objectif déchets économie circulaire signé avec l'ADEME. Nous avions 3 axes de travail sur l'EIT, à la fois comme porteur de projet autour de notre unité de valorisation énergétique d'Econautre, pour laquelle donc il y avait effectivement de la valorisation énergétique essentiellement liée à de la valorisation en termes d'électricité, donc pour 25 000 foyers à peu près.
Mais il y avait également de la chaleur fatale qui n'était pas valorisée, qui était de la chaleur basse température, et pour laquelle on souhaitait qu'il y ait des activités qui viennent justement récupérer cette ressource. Donc ça fait l'objet d'un travail important dans les années 2000 pour la mise en place de 10 hectares de serres à tomates donc chauffées grâce à cette énergie fatale, donc qui ont été opérationnelles entre 2016 et 2018, là, voilà. Et notre objectif a été également parce qu'il en restait encore, hein, il en reste encore de l'énergie qui n'est pas encore utilisée. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres activités qui se développent autour de cette énergie et qui fassent d'autres synergies au-delà de la synergie prioritaire qui est, nous, l'énergie. Donc ça, c'était un des axes importants. L'autre était de déployer, d'essaimer l'EIT sur tout notre territoire, en se basant notamment sur des précurseurs sur notre territoire. Donc il y avait Toulouse Métropole, hein, donc Pierre Papex en parlera tout à l'heure, précurseur qui avait commencé à travailler donc sur 2 zones d'activité avec la méthode active. Et donc nous, d'Écossette, on souhaitait, les élus d'Écossette souhaitaient, dans le cadre de cette feuille de route, de développer l'EIT sur tout le territoire. Donc c'était le travail qui m'avait été aussi donné. D'où des travaux qui ont été initiés d'ailleurs avec les réseaux. Hein. Tout à l'heure, Nathalie en a parlé. Donc j'ai frappé un peu à la porte, j'ai fait ma démarche commerciale, entre guillemets, mais c'est sur l'ensemble des territoires. Et aussi un travail sur le nord de notre territoire, la communauté de communes Valaïgo, avec lequel justement on a pu travailler avec Trifil, le syndicat voisin. Et je reviendrai grâce justement au premier groupe de travail du GT-EIT, où il y a eu une rencontre de personnes, en fait, hein, tout simplement, entre, à l'époque, Carole Barrault, qui était à Trifil, moi qui étais à Décossette. Je pense à un lien avec Cyril, justement, avec les Portes du Tarn. Enfin, voilà, tout ça a fait qu'on a initié quelque chose là. Voilà, et un autre thème qui était l'EIT sur les gravats et les déchets du BTP, mais là, on n'a pas trop travaillé dessus. Voilà, ça c'était pour vous présenter le contexte, hein, dans lequel je travaille. Alors pourquoi aujourd'hui copilote avec Trifil, donc Alex Denardi qui a remplacé Carole Barrault qui est partie dans une autre collectivité, plus avec une casquette innovation. Donc pourquoi on est copilote de territoire, donc syndicat de traitement des déchets? Tout simplement, enfin en tout cas je parle pour Décossette, hein, nous on était déjà dans cette volonté de développer l'EIT. On a travaillé, on a participé aux travaux du PRAEC, hein, à l'élaboration du PRPGD, donc du plan régional. Donc avec le PRAEC, donc qui est le plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. Donc voilà, tout naturellement, on s'est impliqué dans le GT, le premier GT a été fait en novembre 2018 à Décossette, dans les anciens locaux d'Écossette, puisqu'on a déménagé la semaine dernière. Voilà, je tiens à le préciser, dans des locaux beaucoup plus neufs. Voilà. Et ensuite, effectivement, on a travaillé. On s'est positionné avec Trifil suite à ce premier groupe assez naturellement pour copiloter, parce qu'on voulait s'impliquer personnellement, je pense, et puis aussi au niveau du syndicat, à ce que l'EIT se développe sur nos territoires, mais aussi avec une vision, on va dire, partenariale avec l'ensemble des territoires d'Occitanie et au-delà, mais on avait une cible quand même Occitanie. Le GT, il s'est réuni 3-4 reprises. Bon, on a fait des choses ensemble. On a travaillé sur un état des lieux, mené sur des premières opérations qui avaient été identifiées, en tout cas sur la région. On a fait, comment dire, on a tracé une feuille de route avec des axes prioritaires. On a également regardé ce qui se faisait au niveau des autres régions qui étaient beaucoup plus en avance que nous. Donc la région Grand Est, on a fait des témoignages, il y a des personnes du Grand Est qui ont témoigné dans le cadre de ces ateliers. La Nouvelle-Aquitaine qui est également en avance sur nous, et même PACA, je crois. Donc là, on est un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
au final, en fait, on s'est rendu compte, enfin, dans les derniers ateliers, qu'effectivement, même avec toute notre bonne volonté, on voyait qu'on atteignait un peu nos limites hein, pour faire avancer les choses. Donc, et donc, il a été décidé avec l'ensemble des personnes présentes aux ateliers. Donc, il y avait à chaque fois une trentaine de personnes hein, quand même, hein, à chaque atelier. Donc, il a été décidé justement pour frapper un peu plus fort et développer vraiment une dynamique importante, d'avoir une vraie animation de réseau avec une AMO dédiée, donc là AMO dédiée pilotée par la région et l'ADEME. Et nous, les syndicats qui étaient à l'initiative, enfin avec tous les autres aussi, on était là, on est resté dans ce pilotage, naturellement. Après, peut-être que ça va évoluer, hein, peut-être que ça va être des pilotages tournants, enfin, c'est des choses à voir. On n'est pas, je ne suis pas du tout vissé sur la chaise de pilote, hein, au contraire. Hein. Je pense que justement, pour fonctionner l'EIT, on a besoin de travailler ensemble. Donc ça veut dire on va certainement avoir des grandes modifications d'habitude de travail. Hein, en tout cas, je parle des territoires. On est souvent des territoires, on travaille en fait pour notre propre paroisse, entre guillemets. On veut même briller plus que les voisins. Donc là, on est vraiment dans un changement aussi de philosophie, hein, de méthode de travail. Et je pense effectivement que le réseau, justement, a toute sa légitimité et son objectif sera aussi là de faire en sorte que les différents acteurs du territoire, aussi bien des animateurs que des porteurs de projets, se retrouvent en fait sur ces espaces, soit numériques, mais moi je suis quelqu'un de présentiel ou de tactile, donc là c'est très dur aujourd'hui en visio, mais des moments d'atelier, voilà, d'échange humain vont permettre, je pense, de nous permettre d'avoir des méthodes de travail, des outils, de répondre à des questions on va dire, très simples. Hein. Comment mobiliser nos entreprises quand on fait des ateliers? Là, on est plusieurs à avoir pris une veste, entre guillemets, à vouloir faire des animations, des ateliers, etc. On pensait que les entreprises allaient venir comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des choses vraiment à travailler sur la méthode et sur le fait de donner envie aux chefs d'entreprise, mais pas que les chefs d'entreprise, les acteurs de terrain, aussi bien des élus, mais même des associations, enfin voilà, tous ces acteurs, parce que l'EIT n'est pas que entreprise, on est sur l'aspect territorial. Moi, par exemple, j'ai fait du lien, en fait, parce que j'ai mis en relation, j'ai aidé, entre guillemets, à un moment donné, je suis arrivé pour réseau, au moment où ils étaient en train de faire des choses, j'ai fait du lien et j'ai mis en relation et je les ai aidés à faire voilà, monter un cahier des charges, etc., pour avoir des aides et pour avoir une animation, etc. Et là, on voit que ça commence à prendre forme. Donc là, je suis super content. Nathalie, je suis sûr qu'elle va être comment dirais-je, le bras armé de notre territoire pour vanter les bienfaits de l'EIT dans quelques années, j'en suis sûr. Enfin voilà. Et je pense qu'effectivement, l'humain, j'ai assisté hier à l'atelier, ou avant-hier, je ne sais plus, sur l'EFC, mais l'humain va être au cœur du développement de l'EIT. Et effectivement, je rejoins, il y avait une remarque, ça ne marchera que sur une histoire de relations humaines et de confiance. Donc, de toute façon, tous ceux qui ont réussi à faire des choses, je vois dans le Tarn-et-Garonne, hein, je pense qu'il y a Olivier qui doit être là, Olivias, mais ça marche que comme ça, en fait. Hein, c'est vraiment des mises en relation de personnes, avec à travers, effectivement, une façon d'aborder, d'aller chercher, de mobiliser. Et voilà. Et moi, ce que j'en attends hein, du réseau, c'est vraiment ce travail collectif, collaboratif au sein des deux communautés là, qui sont créées là, au sein du site Cyclope, mais pas que. Il ne faudra pas se reposer uniquement sur ce site Cyclope. Là, tout à l'heure, Benoît l'a bien présenté. Il y a beaucoup de choses à travers l'animation qui va permettre, je suis sûr, de développer l'EIT, à la fois de donner des outils à des personnes dans des structures, dans des EPCI, qui souhaitent que leurs élus comprennent ce que c'est l'UIT, les avantages aussi à développer, mobiliser les acteurs du terrain, les chefs d'entreprise, hein, évidemment, les responsables, les animateurs de zones d'activité. Je pense que là, je suis peut-être un peu long là, dans le timing.
Je t'entends pas, Cyril, mais je pense que c'est ça. Non. Oui, un petit mot de la fin parce que effectivement, tout ce que tu nous partages est très très riche, hein, et on t'en remercie. Mais effectivement, il nous reste une intervention encore derrière. Oui, en plus, c'est Pierre qui parle beaucoup. Voilà, le Ouais. petit mot de la fin peut-être, et puis je pense qu'il y a des Euh, questions, hein. Je pense qu'on gardera les questions pour les ouais. questions-réponses au final, et peut-être on refera appel à toi. Le petit Ouais. mot de. Alors, juste par rapport à la situation actuelle, effectivement, je pense que l'EIT est un levier, je pense, quand même pour quelque chose qui peut permettre de sortir, en tout cas, de la crise, peut-être certaines entreprises, justement, en mettant en place vraiment alors une coopération entre les entreprises, hein, justement, peut-être certaines qui sont en difficulté. Voilà, et je pense que c'est une situation qui a vocation vraiment. Enfin, en tout cas, on est dans une situation dans laquelle l'EIT pourrait vraiment permettre à des entreprises de peut-être plus s'en sortir, au même titre que le FC aussi. Donc, on est sur de la coopération et de l'entraide, je pense que. Mais tout ça passe évidemment par des démarches humaines, des liens humains importants. Voilà. Et la confiance au milieu. Merci beaucoup David, hein, pour ce moment de partage. Alors je vais passer la parole du coup à Benoît Duré et à Pierre Papex, hein, pour voilà, une séance d'échange aussi sur une expérience de développeur économique, celle de Pierre. Et puis on se retrouvera du coup, hein, voilà, pour quelques questions-réponses. Il y en a déjà qui ont été proposées sur le chat. Donc je vous passe la main à Benoît et à Pierre. Bien, merci Cyril. Effectivement, on va accueillir Pierre Papex. Est-ce que tu nous entends, Pierre? Alors, on voit ton partage. Ah non, c'est Benoît qui a partagé l'écran. Est-ce que Pierre, tu peux ouvrir ton micro et nous dire bonjour pour être sûr que tu es bien là et que tu nous entends? Alors, on a un petit souci avec Pierre. On va essayer de le joindre au téléphone peut-être. Tu veux que je m'en charge, Benoît? Je peux le faire. Tu peux chanter une chanson pendant ce temps-là? Non. Je vais peut-être en profiter pour répondre à la question, Ouais, effectivement, très bien. sur Actif. Alors, Actif, c'est un outil effectivement informatique, hein, qui a été développé par la CRCI Occitanie. Alors, il est connu, hein, effectivement, sur le territoire occitan. Ça fait partie aujourd'hui, hein, des outils d'écologie industrielle commercialisés, voilà, les plus connus. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres structures, hein, qui ont développé des outils de ce type-là. Alors, Actif, hein, et puis on va dire les retours d'expérience sur les différents outils, en tout cas la présentation de l'information sur ces différents outils seront mises à disposition de toute façon du réseau. Chaque porteur d'outils, hein, peut s'inscrire, hein, sur la plateforme et puis expliquer ce qu'est son outil. Après sur Bon. Ah, Pierre est là. Oui, Donc, tout à fait. OK. Je te repasse la parole, et sur l'approche territoriale, effectivement, c'est quand même au cœur, hein, de ces démarches-là. Donc je passe la parole à Pierre et à Benoît. Alors, normalement, Pierre nous a rejoint. Oui, Il tout à avait fait. un petit De retour, problème, voilà, souci de déconnexion. Voilà, tout à fait. Bonjour Pierre, alors tu as la présentation qui est affichée. Donc Pierre Papex, vous travaillez à la direction de l'action économie de Toulouse Métropole. Vous êtes responsable de la création d'entreprises et copilote de la mission transversale économie circulaire. Donc en lien que vous copilotez avec Valérie Edouard de la direction environnement et énergie. Alors une première question, est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel contexte s'est mis en place cette mission transversale au sein de la métropole? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce témoignage que vous nous permettez de faire à la métropole. Donc évidemment, nous sommes sur une mission en fait qui s'est développée à partir d'une expérimentation
TEPCV, qui a démarré en 2015. Et nous coportons donc cette action économie circulaire avec une démarche UIT qui va s'amplifier, avec la direction action économique dont je fais partie et la direction énergie environnement dont fait partie ma copilote Valérie Edouard. Alors, je ne sais pas si on voit les slides, parce que je ne les vois pas sur mon écran. D'ailleurs, je t'interromps juste une seconde, Pierre. Est-ce que tu peux enlever ton casque? Ça marchait mieux tout à l'heure sans ton très casque. bien. Il n'y a pas de souci. On a un bruit de fond. Désolé. Voilà. Très bien. Donc, je vais peut-être partager le... Vous avez à l'écran, pardon, excusez-moi, le diaporama, c'est bon? D'accord, vous le voyez là? On ne voit pas ton écran, Pierre. Je vais essayer de réafficher moi de mon côté ton diaporama, si tu veux bien. Ouais, ça serait mieux. C'est bon? C'est bon, Pierre, tu vois? Ouais, c'est bon, super. Allez, super. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, première diapo pour Pierre, s'il te plaît, Benoît. Voilà, sur le Voilà, contexte. donc le contexte de l'économie circulaire à la métropole. Tout d'abord, une frise pour montrer d'où on est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, un peu rapidement, de manière synthétique. Une expérimentation donc, qui part d'abord d'une fiche action dans le cadre du schéma d'Eveco de la métropole, qui s'est développé sur 5 ans, 2015-2020. Et nous avons dans ce cadre-là expérimenté donc, un démonstrateur circulaire. David Lambert l'évoquait précédemment, sur 2 territoires. Un territoire au nord de la métropole sur la commune de Bruguière, sur 5 mini-zones industrielles, 75 entreprises, et sur notre territoire de Toulouse, une zone industrielle assez ancienne, la zone de Thibault, avec plus de 200 entreprises. À partir de là, donc, nous avons pu expérimenter cette démarche UIT, et elle a conduit d'abord à l'inscription de cette démarche d'économie circulaire dans le plan climat de la métropole, a donné lieu ensuite donc à la production d'un dossier pour avoir, dans le cadre de l'AMI Région ADEME, sur l'économie circulaire, qui nous a permis donc d'aller un peu plus loin. On a eu ensuite en 2018-2019 un point de stop sur lequel je reviendrai, qui nous a donné, après une réflexion matière, donc à travailler pour avoir une vision du métabolisme de la métropole et donc de bénéficier d'un diagnostic sur les fuites économiques de la métropole, pour arriver donc près d'un an après à aujourd'hui une stratégie métropole de l'économie circulaire qui est votée, qui est délibérée et sur laquelle nous commençons à travailler à partir de 3 feuilles de route. Une feuille de route un peu générique et transversale sur de l'EIT, j'y reviendrai, une feuille de route sur le BTP et une dernière feuille de route pour démarrer sur les biens manufacturés. Tout ceci avec évidemment un lien fort qui est fait à la fois sur des outils comme le plan de Laurence pour l'emploi, lié au contexte Covid à la métropole, à une volonté de créer donc, un schéma de promotion des achats responsables, puisque l'effet levier commande publique sera aussi un des moteurs de nos actions, et dans un cadre plus générique de France Relance, avec tous les dispositifs qui sont mis en place par l'État, via l'ADEME notamment, sur la transition écologique. Donc peut-être la slide qui suit. Oui, on voit que Toulouse Métropole développe depuis quelques années une démarche de IT qui s'inscrit dans une action globale d'économie circulaire sur son territoire. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément comment elle s'organise et quels sont ses apports pour le territoire et ses acteurs économiques? Oui, alors, par rapport à cette question-là, donc juste dire que l'enseignement qu'on a tiré de cette expérimentation de 2016 nous a conduit à avoir une sortie donc, en termes de politique publique, avec une convention d'abord qui a été signée avec l'ADEME et la région, qui nous a permis donc de développer une stratégie de communication, puisqu'il faudra savoir mobiliser les entreprises, se rendre donc aussi visible, et activer aussi les leviers, je dirais, de l'aménagement de la métropole, aménagement économique, et aménagement aussi, et parfois utilisation des dispositifs d'accompagnement vers la transition, puisque les entreprises, on va pouvoir à la fois les motiver, mais aussi les amener dans un dispositif où l'accompagnement aura aussi une partie importante à jouer. Donc je vais répondre à la question avec la slide qui suit, s'il vous plaît. Voilà, une feuille de route, donc action EIT, qui s'est concrétisée. On avait 11 actions prévues sur 2029 sont engagées donc à ce stade. Une volonté d'aller vers de la gouvernance et de la mobilisation partagée. Donc, je le disais, un plan de communication avec une identité visuelle et un thème un peu, je dirais, attractif, entré dans la boucle.
des actions aussi de mobilisation en termes de journée économie circulaire pour promouvoir un peu les démarches et amener avec nous, embarquer avec nous les acteurs économiques. Là, on est sur des situations de partenariat avec notamment les organisateurs de Act for Climate en 2021, qui sera soit en janvier, soit en juin. Une volonté aussi de retrouver dans les territoires économiques, dans les zones d'activité, un point d'appui récurrent et permanent. C'est pour ça qu'on a nous développons une stratégie de mise en place de réseaux de conciergerie de zones d'activité. Là, on a retenu notre premier opérateur, qui est la conciergerie solidaire, qui va commencer à déployer ses actions, je dirais, dans le nord de la métropole, à Bruguère, puisque cette action-là était apparue dès 2016 comme étant importante pour les entreprises qui ont joué le jeu de l'EIT avec nous. Et puis après, j'en parlais assez rapidement, du SPASER qui est en construction et sur lequel nous ferons donc effet de levier. Donc on en arrive à la slide qui suit. Pour une démarche donc en termes d'EIT qui, à partir de 2021, devrait, je dirais, prendre un essor encore plus important, puisque nous avons là publié un marché donc, pour arriver à une cartographie des flux donc, des entreprises sur une période assez courte, hein, de 2021 à 2024. L'idée, évidemment, c'est d'arriver à mobiliser au minimum 1000 entreprises et d'incrémenter donc l'outil flux actif que nous avons acquis sur au moins 500 entreprises. On ira donc là, clairement, on aura un moyen assez important de dégager des synergies interentreprises et d'engager des projets de collaboration interentreprises et qui vont, nous l'espérons, créer à la fois de l'économique, des gains économiques, mais aussi arriver à nous aider à transiter donc, par rapport à cette économie écologiquement responsable, mais aussi un peu plus sobre, que nous espérons voir se déployer sur le territoire. Slide suivante. On a aussi accédé, au travers de cette réflexion et de ces actions, à 2 feuilles de route qui sont déjà engagées sur deux secteurs, le secteur des BTP et celui des biens manufacturés, avec des enjeux qui sont importants, où nous avons là, j'ai mis quelques activités, quelques opérations clés, quelques actions clés. La déconstruction du parc des expos de Toulouse sur la feuille du BTP, avec un objectif de réemploi de matériaux important. La création, donc, au travers d'un projet européen LIFE, d'une interface un peu ressources sur le BTP pour valoriser les déchets de la déconstruction. Et l'ambition aussi de mener sur une zone importante du développement économique de la métropole dans les années à venir, la zone de Francazal, qui est amenée donc je dirais, à être un phare en fait sur la thématique des mobilités du futur, et bien d'en faire une zone dès sa phase de conception et d'aménagement, faire en sorte qu'elle devienne une zone totémique, donc en économie circulaire et en énergie positive. Sur le secteur des biens manufacturés, là aussi, de gros enjeux. Un enjeu en termes de chaîne de réparation que nous avons initié récemment, une action sur les restaurateurs zéro déchet, mais aussi des actions parfois internes à la métropole, comme une action qui a été menée avec la direction d'achat sur le reconditionnement du mobilier, notamment des écoles de la ville de Toulouse et des autres communes, pour arriver donc à avoir un réemploi à l'intérieur, une réparation, un réemploi à l'intérieur de la métropole. Alors, ce qui nous lie aujourd'hui au travers donc, du réseau EIT, c'est aussi les perspectives que nous avons en termes de transition économique et écologique. Donc, cette connaissance des flux circulants, qui pour nous est majeure. Nous avons devant nous la signature d'un contrat d'objectif développement économique avec l'ADEME, qui va nous aider à renforcer les moyens de la mission économie circulaire en dégageant des ressources. On a toujours une volonté d'acculturer et d'accompagner par des dispositifs et de faire aussi transiter ces dispositifs de la métropole, comme le dispositif Agilité, qui était dédié à la base sur la RSE dans les PME, Mon entreprise de pas à pas, qui est notre plateforme d'accompagnement au DEVECO des projets sur la métropole. On a aussi un enjeu fort donc, sur la rénovation donc, des zones d'activité au travers de nos outils comme le SOT, le schéma d'organisation des territoires de l'économie de la métropole. Francazal, j'en parlais, un réseau de conciergerie. Et puis on souhaitera, voilà, comme je le disais, utiliser le levier de la commande publique pour faire évoluer l'offre locale et pousser aussi la R&D, l'innovation et l'entrepreneuriat pour développer cette capacité à produire localement, notamment par l'entrepreneuriat et les vecteurs d'innovation qui peuvent s'y rattacher. C'est un programme très ambitieux, Pierre, et compte tenu de ces actions que vous menez, de vos différents objectifs,
pour revenir sur l'intérêt que Toulouse Métropole et votre équipe voient dans votre participation au réseau régional d'EIT, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce réseau? Alors, au niveau des réseaux, ça nous paraît important parce que nous avons glissé dans notre stratégie économie circulaire d'abord une ambition à moyen terme de collaboration avec les territoires voisins en fait, de la métropole. Ça a été clairement posé dans la stratégie de la métropole, étant donné qu'il y a des connexions, évidemment, des porosités donc, sur les acteurs économiques, sur les projets économiques, ça nous paraissait évident. Je pense que le réseau EIT poussé par la région et l'ADEME, pour nous, en fait, ça va être un accélérateur par rapport à cette dimension-là. On a une vraie volonté d'avoir accès à des retours d'expérience. Nous sommes quand même sur une politique publique qui démarre à la métropole, même si ça fait quelques années qu'on essaie de la structurer pas à pas, mais on a beaucoup à apprendre. On a aussi une volonté d'avoir une fenêtre sur des projets inspirants qui peuvent naître soit au niveau des entreprises ou au niveau d'autres territoires. L'intérêt aussi, c'est peut-être d'avoir un partage de qualité pour partager donc à la fois les collaborations, voir les projets interentreprises et avoir une vision à la fois sur ce qui a marché en termes de succès, mais aussi avoir une capacité à analyser un certain niveau d'échec, puisqu'on pense qu'il y aura une capacité à apprendre aussi de ces phases-là. Et puis, bien évidemment, il y a aussi une ambition en termes de partage des bonnes pratiques. On peut imaginer des actions collectives, on peut imaginer de la formation, voire de la structuration et de la professionnalisation peut-être aussi au travers de la construction du réseau. Et puis globalement, c'est quand même une capacité qui nous sera donnée de travailler en commun, notamment sur des secteurs qui pour nous seront, je pense qu'ils le sont un petit peu pour beaucoup d'acteurs, mais sur des secteurs comme l'évaluation, sur la méthodologie. Aussi peut-être partager une bonne mesure des impacts en fait de nos politiques publiques sur ces matières-là, EIT, économie circulaire. Et je pense que là, un travail un peu d'intelligence collective que proposera le réseau nous paraît tout à fait pertinent et nécessaire. Bien, merci Pierre. C'est des besoins clairement exprimés et très pertinents. Merci beaucoup de votre intervention. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. L'heure est atteinte. Je laisse la parole au studio. Cyril. Merci. Ici Cognac G. Donc, merci Pierre pour ce témoignage. Peut-être une petite question qui a été posée sur effectivement les matériaux du parc des expos. Donc, en fait, sur comment sont-ils réemployés et puis comment des questions là-dessus, quoi. Où c'est qu'ils sont par qui, voilà. Alors, on a sur le parc des expos donc une opération qui est une première opération sur un grand chantier d'envergure de la métropole en termes de déconstruction sélective. Là, on s'est organisé avec d'une part la mission Grand Parc Garonne qui est au pilotage au sein de la métropole par rapport à ce grand chantier. On a réussi à recruter une AMO spécifique pour à la fois aider à la qualification dans les marchés de cette déconstruction sélective, puisqu'à l'origine, on était sur basiquement des opérations de démolition, comme on l'a fait depuis des années. On a réussi à capter l'intérêt à la fois à l'interne des services et convaincre pour qu'il y ait cette déconstruction-là. Elle se fait d'une manière un peu, parce que le Grand Parc Garonne est un chantier assez important, et il y aura donc de la déconstruction sélective. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on est en train de réutiliser les enrobés de parking, par exemple, pour en faire de la sous-couche dans une opération qu'on a baptisée de manière opportune d'un PEX à l'autre, puisque sur les zones d'activité qui vont jalonner les abords du nouveau parc des expositions au nord-ouest de la métropole, sur Auxonne et Beauzelle, une capacité à réutiliser ces enrobés, ce qui est important. On est en train aussi de réutiliser des grandes poutres en fait métalliques pour faire des pergolas en termes d'aménagement, ce qui est important. On a réussi aussi sur des natures de matériaux comme les sanitaires à les réimplanter, ou des éléments de chauffage, les réimplanter dans des boulodromes sur Toulouse, par exemple. Voilà, donc on est vraiment sur cette volonté de réemploi à fort tonnage, ce qui fonctionne plutôt pas mal. On a aussi réussi à susciter l'intérêt par rapport au potentiel de gisement que constituent ces grands ensembles, notamment tout ce qui est boiserie. On a eu pas mal d'acteurs du territoire qui se sont un petit peu mobilisés
voire un petit peu battu entre guillemets pour essayer de voir, pour pouvoir en récupérer certaines parties nobles. Donc voilà, donc je pense qu'on est vraiment là sur quelque chose qui va être, nous l'espérons, démultiplié dans le futur, mais on voit qu'il y a quand même une réponse du territoire, des acteurs économiques pour être présents dans ces opérations de déconstruction sélective. Il y a un vrai jeu de demande. Merci Pierre. Alors, si Benoît Thierry est d'accord, encore deux petites questions. Je suis d'accord avec tout, il n'y a pas de souci. Et les gens, D'accord. effectivement, qui souhaitent rester, restent avec nous et il n'y a pas de problème. Allez. Super, merci. Alors, il y avait une question qui nous venait du Tarn, des portes du Tarn. C'était une question sur, vous avez évoqué un partenariat avec les autres collectivités de Haute-Garonne. Et la question, du coup, c'était quel partenariat avec ces autres collectivités de Haute-Garonne? Alors, on n'a pas de partenariat aujourd'hui qui sont, je dirais, formalisés avec d'autres collectivités de la Garonne ou de la région, hein, mais l'ambition quand même, c'est qu'une fois qu'on aura atteint au niveau, je dirais, de réalisation On a perdu Pierre. l'économie circulaire et limitée. Vous m'entendez? Oui, tu es revenu. On t'a perdu une seconde. Ouais. Désolé. Donc, je disais qu'on n'a pas de formalisation aujourd'hui directe de partenariat, mais l'ambition est derrière nous, ou devant nous, plutôt. L'idée de travailler dans le réseau, ça va aussi nous permettre aussi de regarder, donc avec d'autres territoires, leur politique en matière d'économie circulaire et d'EIT, voir où on aurait peut-être des points aussi de synergie ou de collaboration. On ne peut pas les connaître aujourd'hui. Nous, ce qu'on sait, que c'est sur la métropole, on a une grosse problématique, c'est la problématique du foncier, par exemple. Donc, on avait, lors de la précédente séquence, on avait initié quelques conventions de territorialisation, en fait, avec des territoires qui étaient un peu multithématiques. Et on espérera, donc on l'a fait avec des territoires des Portes du Gers, par exemple. On a tenté de le faire avec le territoire du Saint-Gaudinois. On avait aussi une convention un peu générique avec la métropole de Montpellier. Notre ambition, notre regard en interne, c'est qu'il faudra qu'on se saisisse, nous, à une capacité de persuasion, de conviction, pour peut-être on arrive à faire vivre d'autres, soit ces conventions-là territoriales, voire en inventer d'autres, qui permettent d'impulser en fait les politiques publiques qui sont celles qui permettent en fait le déploiement de l'économie circulaire. Donc, la porte aujourd'hui par rapport à ces conventions-là, elle est tout à fait ouverte. On n'a pas quantifié, on n'a pas de cible particulière. C'est la vie du réseau qui nous amènera peut-être, dans certains cas de figure, à aller jusqu'à un conventionnement de partenariat. Merci pour cette réponse. C'est la toute dernière. Alors, vous avez parlé des différents éléments de déconstruction. Et là, c'est une question sur le béton, en fait. Voilà. Qu'en est-il du béton à recycler, concrètement? Que faites-vous? Alors, sur le béton à recycler, moi, je n'ai pas d'information d'avoir une action particulière dessus, mais le sujet est devant nous. Il partie de beaucoup de sujets. Il y a énormément de sujets. Par exemple, si je prends les deux feuilles de route qu'on a vues un peu secteur, qu'on a pris, le BTP et donc les biens manufacturés, on aurait pu en choisir plein d'autres. Dans le cadre de l'étude du métabolisme de la métropole qu'on avait fait, on avait identifié des secteurs à fort enjeu d'importation sur le terrain. L'aéronautique, le spatial, l'industrie alimentaire, le BTP, le transport logistique. Alors, dans le secteur du BTP, le béton fait partie des choses que nous allons regarder. Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, mais il est clair qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis pour ces réponses à ces questions posées à la volée. Alors, simplement, donc, si je peux mettre un petit mot conclusif à mon intervention, Oui. Révéler que rien de tout ceci ne serait possible sans l'action forte à la fois de l'ADEME et de la région. Ça me paraît déterminant. À chaque étape d'une volonté de construction d'une politique, on a pu trouver des gens pour discuter, pour travailler, pour poser les choses, pour les financer, pour nous ouvrir aussi des perspectives. Je crois que pour tous les territoires, il y a quand même là des effets de levier qui sont forts, à la fois sur l'agence de l'État, à la fois sur la région Midi-Pyrénées, et ça permet à des territoires comme le nôtre les moyens de convaincre déjà nos politiques, je dirais, de nos territoires, qu'il faut s'engager dans ces domaines-là. Et je crois que là, on est vraiment déjà sur un premier niveau de résultat en termes de perspective et de mise en œuvre d'une politique, mais qui ne pourrait pas être possible sans le concours de ces deux partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, du coup, à Pierre.
à David, à Nathalie, à Benoît, aux deux Benoît. Nous arrivons effectivement au bout de cet atelier. Le mot de la fin, alors le temps que le diaporama se charge, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas à se charger. Vous ne voyez rien de votre côté, je Si, suppose? c'est bon, hein. On est au début du diaporama par contre. Si tu peux aller D'accord. à la slide de clôture, Ok, effectivement, on je vais y aura, aller de suite. on aura notamment vos contacts sur avant-dernière slide, les contacts des animateurs du réseau, hein, que vous puissiez Voilà, les pour contacter. rejoindre le réseau, voici nos coordonnées, l'adresse mail et puis nos contacts téléphoniques. Et Benoît, je te laisse le mot de la fin peut-être pour conclure. Oui, voilà, donc vous avez ces coordonnées, vous trouverez l'ensemble des documents, l'enregistrement vidéo, la liste des contacts sur Cyclope. Si tu peux aller sur la dernière slide, Cyril, pour véritablement conclure et vous, et vous souhaiter un bon appétit en clôture. Donc voilà, il reste encore quelques ateliers, notamment je vous invite puisque si vous êtes intéressé par le sujet UIT, encore une fois, à nous rejoindre cet après-midi à 14h pour un second atelier UIT avec un point de vue vraiment opérationnel et un exemple encore parlant qui permettra de voir comment des démarches de UIT et collaboration entre entreprises se sont mises en place. Vous remercier, remercier tous les intervenants, tous les participants à cet atelier. Vous inviter aussi, comme on le disait à plusieurs reprises, à aller sur Cyclope, la plateforme des acteurs de l'économie circulaire Cyclope, où vous retrouverez les communautés effectivement dédiées à l'UIT, mais toutes les autres communautés et autres informations sur l'économie circulaire et la dynamique autour de toutes ces activités en région. Et voilà, à tout à l'heure. Bon appétit à vous et bonne fin de forum. Et si, dernière info, il y aura effectivement la plénière. Je vous invite aussi à rejoindre la plénière demain après-midi, où il y aura une synthèse de l'ensemble des ateliers qui sont déroulés cette semaine et une belle surprise avec l'intervention de Navi Rajou qui nous parlera de l'innovation frugale. Bon appétit encore une fois. Merci Au revoir. beaucoup et bon appétit à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée à tout le monde.